Event News TV. New York. Paris. Abidjan. Bamako. Londres. Bonjour à tous et bienvenue sur Event News TV pour ce 5e numéro de Couleur du Temps. Nous recevons M. Arsène Touo, ancien membre de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI en abrégé, et surtout juriste, écrivain et enfin responsable Europe de l'Union de Nouvelle Génération UNG. Avec lui, nous allons croquer l'actualité politique. Alors, M. Arsène Touo, bonjour. Bonjour. Mais avant d'aller sur l'actualité politique, comment se porte aujourd'hui l'Union de Nouvelle Génération au niveau de l'Europe, depuis que vous avez été investi votre équipe par votre président Stéphane Tipré? Je tiens avant tout à vous dire merci de m'avoir invité ici sur votre plateau. Pour venir à votre question, je peux vous dire que l'UNG en Europe se porte bien. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de redynamisation de nos bases ici en Europe. La délégation France, qui est la délégation la plus ancienne, est en activité, elle fonctionne très bien. La semaine dernière, elle a organisé ici en France les vœux du Nouvel An, cérémonie à laquelle elle a convié tous les différents leaders de la place de la résistance ici en France qui étaient présents. Et elle a communiqué ce jour-là autour d'un thème qui remet la jeunesse ivoirienne au centre du débat. Donc, à côté de cela, nous sommes en train effectivement de procéder à une tournée européenne, comme je l'ai dit, de redynamisation. Nous avons été en Italie la semaine du 25 janvier. Normalement, nous devrions être à Londres la semaine du 31, mais compte tenu de quelques réglages au niveau des procédures du visa, nous n'avons pas pu faire le déplacement, mais c'est en cours de résolution, et donc ça sera fait d'ici là. Et la tournée va se prolonger en Belgique et ensuite en Allemagne pour terminer ensuite en Suisse. Donc pour vous dire que l'UNG en Europe va très bien. Justement, vous allez faire cette tournée en Europe, mais ce qu'on vous reproche, c'est que votre bureau est presque une UNG France bis. Parce que, par exemple, tous les membres de votre bureau ont été cooptés en France. On n'a pas encore écho de ce qu'un membre d'un autre pays européen fait partie de votre bureau. Cette tare-là, comment est-ce que vous comptez la planning? Sauf que quand vous dites que j'ai coopté des responsables de l'UNG Europe seulement en France, France seulement, vous semblez oublier que la France aussi c'est en Europe. Oui, mais par exemple, vous couvrez toute l'Europe. Oui, mais aussi le bureau que nous avons présenté le 2 novembre dernier, c'est une équipe de mission. Et on ne commence pas une aventure nouvelle avec des personnes qu'on découvre. Ce bureau que vous avez vu le 2 novembre est un bureau composé d'anciens responsables du bureau UNG Défense, donc qui sont montés dans le bureau Europe sur la base de ce qu'ils ont fait auparavant. Et donc, ce jour-là, vous vous souvenez, nous avons précisé que le bureau n'est pas fermé, il est en voie de renforcement. Et donc, nous sommes déjà au cours de cette tournée européenne, en train effectivement de valider l'entrée dans le bureau d'autres responsables en Europe. Donc ce n'est pas un bureau UNG France bis. D'accord. Merci M. Arsène Touo. Nous allons revenir maintenant à l'actualité politique, surtout à ce qui concerne un peu votre pays, la Côte d'Ivoire. Vous avez écrit récemment un livre sur la crise ivoirienne intitulé Côte d'Ivoire, leçon du 11 avril 2011, faut-il choisir la violence armée pour bâtir une démocratie? Alors, en écrivant ce livre, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre à l'opinion que nous ne savons pas déjà sur la crise ivoirienne? Déjà, la première idée que nous avons voulu transmettre à l'opinion nationale et même internationale à travers ce livre, c'était que de la crise ivoirienne de 2010 qui a provoqué la guerre et qui a provoqué les 3000 morts officiels dont on parle, il ne faut pas avoir une lecture simpliste, une lecture unilatérale, une lecture d'un seul point de vue. C'est une énormité que la Côte d'Ivoire a connue. Et en tant que citoyen ivoirien, j'ai estimé qu'il fallait porter un regard objectif
sur ce drame. Et quoique étant un partisan convaincu de Laurent Gbagbo, je me suis permis de jeter donc sur la crise post-électorale un regard on ne peut plus serein, on ne peut plus dépassionné. Est-ce qu'un partisan, oui j'arrive, vous avez terminé, mais est-ce qu'un partisan de Laurent Gbagbo peut jeter un regard neutre sur la crise? Absolument. C'est justement la particularité de l'école Gbagbo. Laurent, c'est l'école des idées, c'est l'école de l'objectivité, c'est l'école de la patience, c'est l'école de la traçabilité. Donc quand vous êtes nourri au sein de Gbagbo Laurent, vous n'avez pas peur d'affronter la vérité. Vous ne craignez même pas de voir dans vos propres rangs les erreurs que vous avez commises, parce que vous êtes sûr que même en faisant la balance entre les erreurs commises et le mal subi, vous savez très bien que la vérité vous met toujours en pole position. Donc ce livre nous a permis d'expliquer au monde la vérité sur les élections de 2011, mais aussi sur la gestion du pouvoir de Laurent Gbagbo entre 2002 et 2010, pour montrer que malgré toutes les concessions que ce monsieur a faites à la rébellion qu'il a attaquée, cette rébellion n'a pas fait le seul pas qui lui était demandé depuis Makou 6. C'est-à-dire, en 9 ans de négociations, la rébellion ivoirienne n'avait qu'un seul acte à poser pour aller à la paix, le désarmement. Jusqu'à aujourd'hui, vous convenez avec moi que jusqu'à cette heure-là, on continue à parler du désarmement. C'est la preuve que... Oui, mais M. Arsène Tour, justement sur ce point précis, on a envie de vous demander, ce n'est pas la rébellion qui a organisé les élections, il n'était pas désarmé, et celui que vous soutenez, le parti que vous soutenez, le régime que vous soutenez, a malgré tout organisé les élections. C'est parce qu'ils avaient obtenu des garanties, n'est-ce pas? Exactement, ça fait partie des... Le point que vous soulevez fait partie effectivement des points que nous avons abordés dans notre ouvrage, que nous avons identifié comme l'une des erreurs que notre camp a commises, d'avoir accepté d'aller à des élections avec un adversaire en armes, qui allait voter visiblement avec des armes. Le président Gbagbo a fait preuve d'une bonne foi, d'une confiance qu'il a assez grande, que même son ami Albert Bougie qualifie de confiance généreuse qu'il a faite à l'adversaire. Je pense que le résultat nous montre que Laurent a eu tort de faire confiance et à la communauté internationale et aux rebelles. Le juriste que vous êtes, M. Arsène Tour, a récemment fait connaître ses propositions pour la défense de Laurent Gbagbo. Mais depuis lors, vous êtes d'accord avec moi que les choses traînent en longueur à la CPI. Avez-vous vraiment le sentiment que ce procès est plus politique que judiciaire? Effectivement, ce sentiment demeure. Et c'est la tournure que prennent les événements, que prennent les procédures au niveau de la CPI qui autorise à croire qu'à la CPI, c'est plus le déroulement d'une sanction politique que la mise en place d'une justice pénale. Nous avons vu un peu comment le bureau du procureur, après pratiquement 26 mois d'enquête, est venu nous présenter des preuves pour accabler le président Gbagbo. Et parmi ces preuves, on a bien vu qu'en 26 mois, ce bureau du procureur n'a pas réussi à extirper de cette paperasse de documents, des photos du Kenya, de Tanzanie, de personnes brûlées, de personnes mutilées, qu'on a mises au passif de l'accusé. Et donc, tous ces éléments nous ont tenu à croire jusqu'à aujourd'hui qu'il y a de quoi s'inquiéter. Heureusement que, apparemment, pour ce qui nous est donné d'observer, le bureau des juges nous donne de bons signes. Et la décision du 2 juin, qui a publié le report de l'audience de confirmation, nous autorise à croire qu'à la CPI, il n'y a pas que de la manipulation du bureau du procureur, il y a aussi des juristes dignes qui sont au sein des juges et qui pourront rendre la justice telle que l'a voulu le projet de création de la CPI. Okay. Alors, mais vos propositions pour la défense de Laurent Gbagbo, est-ce que vous pouvez en parler un peu? Oui, nous avons, lorsque l'audience de confirmation des charges était programmée, nous avons jugé nécessaire d'aller au fond des choses. Parce qu'en général, sur la place publique, nous observons des spéculations sur cette affaire, alors que l'affaire Laurent contre le procureur CPI est certes une affaire judiciaire, mais elle est aussi politique. Donc il fallait aller au fond des textes de la CPI. Lorsque nous avons
étudié la décision du 2 juin, nous avons vu d'une part que les juges ont fait une passe carrément à l'accusation parce qu'ils ont estimé, selon leurs propres mots, que l'accusation a certainement gardé des preuves en retrait avant de les sortir plus tard, alors qu'il ne revient pas aux juges de supposer la stratégie d'accusation du procureur. Il leur revient de juger les éléments qu'on les donne. Et en lieu et place de déduire de l'insuffisance évidente des preuves pour en arriver à la prononciation pure et simple de la relaxe de Gbagbo Laurent, ils ont préféré donner une nouvelle chance à procureur en leur disant allez parfaire l'accusation pour revenir parce que ce que vous avez présenté, c'est la Bible d'entrée. Alors, une telle attitude, est-ce qu'elle est enclinte à encourager, à penser que le bureau des juges est dans le droit et qu'eux aussi ne sont pas impliqués dans une combine? Augustin, il y a de fortes chances, comme je viens de l'expliquer brièvement, il y a de bonnes raisons de croire à une manipulation politique, mais grande, au niveau de la CPI. Mais comme je l'ai dit, les fonctionnaires, les juges, les magistrats du bureau des juges, ils ont une carrière quand même juridique, une carrière judiciaire à défendre. Ils ont quand même une honorabilité, ils ont une conscience, vous voyez, une conscience non seulement humaine, mais aussi une conscience professionnelle qui ne les autorise pas, vous voyez, à violer de manière flagrante, vous voyez, des règles minimum, telles que par exemple le droit à la défense, telles que le droit de dire, d'interpréter de façon stricte et réelle les règles de fonctionnement de la CPI. Donc c'est à cela que nous approchons à cet espoir, même s'il paraît plus mince que la manipulation politique, mais il faut s'y approcher parce que ça peut donner lieu à une surprise mais vraiment désagréable pour certaines personnes. Nous allons sortir de la haie et revenir en Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara multiplie ces derniers temps des signaux d'apaisement. Les signaux d'apaisement sont connus et plusieurs personnalités pro-Gbagbo viennent d'être mises en liberté. Ils sont civils, ils sont militaires pour d'autres. Et en plus, certains pontes du pouvoir qui étaient en exil depuis de nombreuses années sont rentrés au pays sans être inquiétés. Alors pour vous, est-ce qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'installe en Côte d'Ivoire? Est-ce que désormais on peut faire confiance au président Alassane Dramane Ouattara? Bon, déjà, je voudrais rectifier un mot que vous utilisez. Vous dites que le pouvoir de M. Ouattara commence à faire à multiplier des signaux d'apaisement. Je voudrais vous indiquer que depuis que M. Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire, il n'a jamais pris un seul acte dans ce sens. Juste, si vous assimilez des décisions judiciaires, comme je le constate, vous voulez assimiler des décisions judiciaires à des décisions politiques. Mais non. La libération des prisonniers politiques, jusque-là, relève des décisions judiciaires. Oui, mais c'est lui qui est le patron de la magistrature, ne l'oubliez pas. Ah non, ce n'est pas dans ce sens. Quand on parle du patron de la magistrature, ce n'est pas dans le sens d'une implication effective dans le pouvoir judiciaire. Mais on lui rend compte. On lui rend compte, mais c'est... Non, on ne lui rend pas compte dans les procédures judiciaires. Oui. Je viens de souligner qu'en Côte d'Ivoire, et comme dans beaucoup de pays dans le monde, il prévaut ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Il faut que le pouvoir de M. Ouattara arrête à 10 heures de clamer sur tous les droits du monde que la justice en Côte d'Ivoire est libre, et puis à 16 heures, revendiquer les décisions que les juges prennent d'eux-mêmes pour libérer les prisonniers. C'est en cela que je dis que jusque-là, M. Ouattara n'a pas posé aucun. Parce que notre constitution donne des pouvoirs au président de la République, au chef de l'État, pour s'immiscer légalement dans le pouvoir judiciaire à travers, par exemple, la grâce présidentielle. Voici le pouvoir constitutionnel que la Constitution donne à un chef de l'État pour mettre sa main dans les affaires judiciaires. Et à travers l'article 49 de la Constitution, le chef de l'État a la possibilité de décréter la grâce présidentielle pour les prisonniers. Et si jusque-là, ce n'est pas encore fait. Donc, ne vous associez pas. Pour vous, le président Alassane Ouattara n'a rien à voir dans toutes ces libérations? Absolument pas. Sauf si il déclare, ou sauf si son gouvernement déclare que les décisions des juges qui libèrent provisoirement des prisonniers, parce qu'une décision politique qui libère les prisonniers n'est jamais provisoire. Parce que la grâce présidentielle n'est jamais provisoire. Voilà. Ce que je suggère, en lieu et place pour le pouvoir de M. Ouattara, nous à l'UMG,
Ce que nous proposons, c'est effectivement que le président de la République, au lieu de procéder à des arrangements individuels qui ne profitent qu'à des individus, qui prennent un décret pour gracier tous les prisonniers politiques. Voici un acte politique qu'un pouvoir, qu'un gouvernement peut revendiquer. Le ministre de l'Intérieur, les exilés les Ivoiriens qui sont en exil, il y a des fonctionnaires, il y a des étudiants, il y a des civils qui ne sont ni étudiants ni fonctionnaires. Le ministre de l'Intérieur, par exemple, peut prendre des arrêtés pour décider de la rétrocession des domiciles occupés, des plantations occupées, des biens qui sont occupés. Ça, c'est une décision politique qui est concrète. Le ministre, les préfets peuvent prendre, à la suite des décisions, à la suite des arrêtés ministériels, peuvent prendre eux aussi des arrêtés préfectoraux pour appliquer justement ces décisions-là, afin de permettre aux Ivoiriens qui sont à l'exil de regagner la Côte d'Ivoire en entrant dans leur maison. Et à côté de cela, on peut même aussi mettre en place un dispositif spécial de sécurité pour les exilés qui sont traumatisés. Parce que n'oubliez pas que l'exil que la Côte d'Ivoire a connu en 2011, c'est une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce pays n'a jamais connu un tel épisode d'exil dans son histoire. Donc ne parlons pas des exilés de 2011 comme si on parlait des exilés de 1999. Parce que c'est des Ivoiriens traumatisés qui ont fui, pourchassés qui ont fui. Et donc, quand vous dites que le pouvoir de M. Ouattara donne des signaux, ici, en 2014, il ne s'agit plus des signaux, Augustin. Il s'agit de prendre des décisions d'intérêt général, et non pas des arrangements nocturnes qui profitent à des individus qui, une fois rentrés à Côte d'Ivoire, se constituent en chantre du pouvoir Ouattara afin d'obtenir ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, votre question nous donne l'occasion de parler un peu de film dessus. Monsieur Alou Eugène, j'en parle. Oui, justement, on allait en arriver là. Alou Eugène, on va en parler, c'est une question à part entière. Voilà, on va parler de monsieur Alou Eugène. Mais d'abord, on va se demander si l'UNG va-t-elle participer aux prochaines présidentielles en Côte d'Ivoire. Et puis par ailleurs, il y a plusieurs blocs de l'opposition qui sont en train de se former, dans lesquels l'UNG s'identifie-t-il? Quand vous parlez d'élections prochaines, vous parlez de 2015. 2015, oui. Mais c'est quoi 2015 en fait? 2015, c'est l'échéance constitutionnelle pour aller aux élections présidentielles. Constitutionnelles. Oui. Vous avez bien dit échéance constitutionnelle. Effectivement, c'est la constitution de Côte d'Ivoire qui dit que tous les 5 ans, la Côte d'Ivoire doit procéder à la désignation de son président. Alors que, en l'état actuel des choses, celui en Côte d'Ivoire qui possède le pouvoir, parce qu'en fait, une élection présidentielle, c'est un décret qui l'organise, qui l'autorise. Alors, celui en Côte d'Ivoire qui, à ce jour, possède le pouvoir de prendre le décret pour organiser les élections, s'appelle M. Ouattara. Or, l'histoire, nous connaissons tous la relation entre M. Ouattara et la Constitution. L'histoire de la loi ivoirienne et l'histoire de M. Ouattara, c'est l'histoire d'une incompatibilité irréversible. M. Ouattara est réputé pour son incapacité à se conformer à la légalité, à se conformer à la constitutionnalité. Donc, quand M. Ouattara parle de 2015, et puis nous voulons le suivre, comme si M. Ouattara nous a dit que 2015 est l'année où il a décidé enfin de respecter la Constitution. Qu'est-ce qui nous dit qu'en 2015, M. Ouattara va se plier à cette élection constitutionnelle? Qu'est-ce qu'il nous dit? Même si les dieux de la légalité ont visité pour une fois M. Ouattara en 2015, qu'est-ce qu'il nous dit? Que les élections les Ivoiriens pourront aller voter librement. Vous n'avez pas l'impression de vous engager dans un débat anachronique? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que les Ivoiriens pourront... qu'est-ce qu'il nous dit? Que le choix des Ivoiriens sera respecté en 2015, s'il y a des élections. C'est tout un tas de questions qui méritent d'être posées avant qu'on ne parle de 2015, monsieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais profiter de votre micro pour sensibiliser les amis avec lesquels nous sommes au sein de la LMP. La LMP, aujourd'hui, c'est vrai, le doute s'est installé dans l'esprit des Ivoiriens. Le doute s'est installé dans l'esprit parce qu'en fait, il se constate qu'il y a une ligne politique qui existait et cette ligne politique est en train, visiblement, d'être remplacée par une autre, sans qu'il y ait eu au préalable des campagnes d'explication.
aller au fond de votre pensée, s'il vous plaît, Mais pour nos téléspectateurs. Je suis là pour ça, Oui. parce que je ne suis pas venu. Oui. Jusque-là, il était convenu que, en Côte d'Ivoire, la réconciliation avec la LMP se fasse avec M. Gbagbo le rend libéré. Parce que ce que nous avons comme conception de la réconciliation au niveau notamment de l'UNG, c'est que nous sommes allés en 2010 aux élections en soutenant le président Laurent Gbagbo. Et la LMP a été créée pour ça. Ensuite, donc, après 2010, il y a la crise post-électorale. Donc vous voyez bien qu'il y a eu un élément qui était prévu, les élections. Et ensuite, il y a eu un imprévu. L'imprévu, c'est la crise post-électorale. Il est temps aujourd'hui que les partis politiques qui constituent la LMP puissent se retrouver pour réfléchir sur le combat actuel à mener, sur la priorité des combats. Est-ce qu'aujourd'hui, les partis qui ont constitué la LMP pour soutenir Gbagbo Laurent en 2010 pensent tous qu'il est encore prioritaire de défendre sa mise en liberté? Est-ce qu'il n'y en a pas qui ne pensent pas qu'aujourd'hui, la priorité, c'est d'aller aux élections de 2015 dont vous parlez? Toutes ces questions méritent qu'on se retrouve à des assises. Ça peut être des états généraux de la LMP, ça peut être appelé assises de la LMP, mais il est temps qu'on fasse le point. Pour qu'on sache quel est le combat qu'on veut mener. Et quand le combat est identifié, qu'on sache avec qui on le mène. Le 10 ans, vous indexez quelqu'un, particulièrement un parti politique particulier? Non, écoutez, je ne suis pas un Indien pour braquer une flèche sur un seul individu. Je parle d'un problème qui gangrène la LMP. Mais parce que la LMP elle-même, à ce tour, je crois qu'elle est bel et bien morte de sa belle mort. C'est ce que nous on apprend dans les coulisses de l'opposition. Et que c'est pour cela c'est pour cela que d'autres blocs politiques sont en train de se mettre en place, d'autres regroupements politiques sont en train de se mettre en place. La funéraire de la LMP, on dit oui. Bah, ça, c'est à vous de nous le dire. Okay. Je n'ai pas cette lecture des événements, comme tel que vous le faites. La LMP, comme tout à l'heure je l'ai dit, est un ensemble de partis politiques que le FPI, parti du président Gbagbo Laurent, a mené, a dirigé. Et au sein de la LMP, c'est le FPI qui nous tient. Donc, à l'état actuel des choses, ce que nous attendons de ce parti leader qui nous tire tous vers le haut, c'est effectivement de contribuer à éclairer la ligne. On ne peut pas en vouloir aux militants de douter, d'être dans l'interrogation. Lorsque la ligne qu'on leur a inculquée, il y a cela 3 ans, est en train de disparaître. Donc aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire que le parti politique au sein de la LMP, qui a la légitimité historique en tant que parti de Gbagbo Laurent, qui a la légitimité, je vais dire, organisationnelle pour nous appeler à cette assise, c'est bien le FPI que nous respectons, en qui nous voyons ce leader qui tire les autres vers le haut, et non pas un parti solitaire qui se laisse suivre. Oui, mais le FPI vient de mettre en place, avec un certain nombre de partis politiques, un bloc. Mais vous oubliez de souligner que, justement, quand nous avons appris, comme vous, c'est dans la presse, Augustin, que nous avons eu l'information que le FPI avait convié les partis politiques à ce qu'on appelait un front unique d'opposition. Ce qui nous a rassuré, bien qu'elle n'étant pas associée à cette initiative, et ayant confiance à notre parti cadre, parti leader, nous avons apprécié cela. Nous avons estimé que c'est une opportunité de rallier, vous voyez, au combat du départ de M. Ouattara, les deux partis politiques, jusque-là, ne sont pas sur la même ligne que nous. Mais le lendemain de cette réunion, ces partis politiques ont fait une déclaration pour dire qu'ils ne sont pas allés à cette rencontre pour s'inscrire dans un quelconque front unique d'opposition. Donc, vous voyez, ce désaveu nous a un peu choqués, nous qui sommes les partisans du FPI, parce que nous ne voyons pas ce parti leader subir de tels affronts pendant que nous sommes là. Où était le COGEP lorsque cette réunion était provoquée? Où était l'UNG? C'est des questions auxquelles on aura l'occasion de répondre. Merci, M. Hassan Tour. Nous allons maintenant revenir à celui que vous avez tout à l'heure désigné, M. Alou Ejel, l'ambassadeur Alou Ejel, qui s'est récemment répandu dans la presse. Il a sérieusement attaqué tous ceux qui, comme vous,
l'UNG et les autres partis politiques se battent pour la libération de Laurent Gbagbo. Et il a dit, je le cite, ce ne sont pas ceux qui crient libérer Gbagbo, qui vont obtenir sa libération. Où était-il quand l'avion a atterri et a emporté Laurent Gbagbo à La Haye? Alors, quelle est la réaction de M. Assel Tour? Sur Alou Egel. Alou Egel est un Ivoirien que je respecte beaucoup pour avoir été dans le périmètre militaire du président Gbagbo. Mais lorsque j'ai été attiré par la clameur publique que cette déclaration tapageuse ont provoqué, j'ai effectivement lu aussi cette interview. Et après avoir fini de la lire, le sentiment que j'ai eu, c'est que Alou Egel s'est rendu compte que son allégeance était dépassée. Et comme à l'heure actuelle, il y a de nouvelles allégeances qui sont de nature à détourner le pouvoir de M. Ouattara sur d'autres personnes qui viennent d'arriver, il se sent oublié. Alors, il fallait renouveler son allégeance. Et pour le faire, il n'a pas trouvé d'autre moyen que d'ajouter une couche fluorescente, hein, en citant dans le logo Laurent. Donc, je vais demander aux partisans de la LMP et aux Ivoiriens de comprendre Alou Egel. Alou Egel a voulu actualiser une allégeance périmée. Voilà, c'est l'opinion que vous avez de M. Alou Egel. Merci, M. Akentuo. Et nous allons terminer par cette question. Récemment, vous avez été indexé comme vous êtes, vous êtes attaqué au président Afin N'Guessan. Qu'en est-il réellement? Augustin, la question que vous posez nous donne l'opportunité effectivement de renouveler la réponse que j'avais déjà faite sur ma page Facebook. Vous savez, Facebook est devenu un instrument puissant de communication et j'ai fait un post sur ma page Facebook à travers lequel je m'interrogeais sur les différentes priorités qui étaient les nôtres jusque-là, les différents préalables pour la réconciliation qui étaient les nôtres jusque-là. Et un journal du pouvoir, proche du pouvoir, a récupéré ce poste et la polémique qui s'en est suivie, parce qu'un poste, il est fait pour être commenté. C'est une opinion qui est exposée pour appeler d'autres opinions. Et effectivement, la polémique qui s'en est suivie a attiré les regards de ce journal qui a donc récupéré cela et qui a fait une interprétation pour mettre à la une que Assane Tourou assomme, je ne sais pas si c'est assomme ou si c'est s'attaque à Afin N'Guessan. Donc je suis un jeune Ivoirien bien éduqué. Je ne m'attaque pas aux autorités. Et ça me donne l'opportunité de répondre à une question aussi importante. Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que nous sommes en train, nous, au sein de la LMP, de nous autocensurer. On n'arrive même plus à dire ouvertement que la libération de Gbagbo Laurent est un préalable. Le dire même, c'est comme si on faisait blocage, Augustin. Mais depuis quand un préalable constitue un blocage? Un préalable, c'est simplement une question primaire, une question première, dont la résolution facilite la suite des débats. Et même si le préalable doit constituer un blocage, c'est dans l'esprit de celui qui le pose que ça peut être un blocage. C'est dans l'esprit de celui qui doit y répondre qu'on peut trouver un blocage. Donc si nous, LMP, nous sommes bien conscients que poser la question préalable de la libération de Gbagbo Laurent comme condition de la réconciliation, pourquoi avons-nous peur de dire aujourd'hui que sa libération est préalable? Voilà, c'est une question. C'est une question qui appelle des réponses et il faut y répondre. Okay. Et donc, vous n'êtes pas attaqué, comme l'ont écrit les journaux proches de l'opposition du pouvoir, à Afin N'Guessan. C'est clair et c'est sûr. Augustin, pour parler comme un Ivoirien lambda, le président Afin N'Guessan n'est pas mon camarade, ce n'est pas mon ami. En griffe, pour dire qu'en fait, il n'est pas mon interlocuteur. Je suis un responsable de l'Union des nouvelles générations. J'ai un président qui s'appelle M. Stéphane Kipré. C'est lui qui est l'interlocuteur du président Afin N'Guessan. Bien sûr, en tant que responsable, j'ai le droit de m'exprimer sur les questions qui minent notre coalition. Et justement, pour minimiser, pour mettre fin aux possibilités d'interrogation des militants sur la place publique, j'ai parlé de la nécessité de créer ce cadre de discussion de la LMP pour que nous puissions poser les problèmes en interne.
afin que ces problèmes, ces questionnements trouvent des réponses satisfaisantes, afin d'éviter les situations où des militants perdus aillent s'interroger sur la place publique pour trouver des réponses, vous voyez, à leur interrogation. Merci, M. Arsène Touo. Ça a été pour nous un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci d'être passé et on vous attendra pour un autre passage. Mais en tout cas, merci beaucoup. Les spectateurs de 20 News TV, nous étions en compagnie de M. Arsène Touo. Nous faisons un grand coucou et on se retrouve pour un prochain numéro, le 6e numéro de votre émission Couleur du Temps. Bye.